OK, alors aujourd'hui, on va parler de SpaceX. On va rigoler un peu. On va voir pourquoi les institutionnels essayent de nous vendre cette IPO comme une IPO d'entreprise dans l'exploration spatiale, alors que quand on regarde dans les finances, c'est bien plus une entreprise qui est sur l'IA et un petit peu l'infrastructure télécom. Heu, c'est 2 segments très différents. On va regarder un peu aussi l'historique des 20, 30, 40 dernières IPO un peu hypées aux États-Unis, voir où elles ont fini 3 mois, 6 mois, 12 mois après le lancement. Et je vais vous partager aussi une petite entreprise européenne qui est un peu l'équivalent du SpaceX européen, qui trade à une valorisation, alors certes élevée, mais quand même vachement plus raisonnable qu'un SpaceX qui veut commencer son IPO à plus d'un trillion et demi, et qui au moins ont des profits, ont de la marge nette et ont du free cash flow. C'est déjà ça, hein, dans cette industrie. Mais bon, donc déjà, on va commencer par ce tweet rapidement. Vous l'avez probablement déjà vu, hein, 11 millions et quelques de vues, qui nous explique que, bah, il y aurait potentiellement 30 trillions de flux d'investissement passifs qui vont arriver dans SpaceX et qui vont être forcés d'acheter du SpaceX à la valorisation d'IPO. Alors tout ce qui est dit dans ce tweet est vrai, sauf le passage sur le SP500, parce que S&P Global sont enfin sortis de leur grotte et nous ont expliqué que non, ils n'allaient pas modifier, les requirements qu'ils avaient imposés de 12 mois d'activité publique et 4 quarters, de profitabilité pour rentrer dans l'indice SP500. Heu, C'était une rumeur, d'ailleurs c'est peut-être pas simplement une rumeur, peut-être qu'au début ils avaient vraiment l'intention de le faire, mais au vu des réactions, ils ont dit non. Par contre, le Nasdaq qui fait à peu près pareil et le Russell avec le FTSE, qui sont les top 100 entreprises, britanniques à Londres, qui est un peu l'équivalent du CAC 40 britannique, font pareil aussi. Donc eux, par exemple, avant, il y avait une fenêtre de 90 jours de trading avant de pouvoir être inclus dans l'indice. Bah, maintenant, c'est 15. Le Russell, c'était 90 aussi, bah, maintenant c'est 5 parce qu'en fait, il y a pas le temps. Elon Musk est pressé, les mecs de Morgan Stanley sont pressés, il y a pas le temps, il faut envoyer. Donc rapidement, ça, c'est un extrait du New York Times, hem, qui nous explique que, bah, en fait, ouais, que ça vous plaise ou non, les managers de fonds passifs seront obligés d'acheter des shares de cette compagnie inclus dans l'index, peu importe le prix de l'IPO, parce que c'est comme ça que l'indexation passive marche, que vous soyez d'accord ou non. Donc par exemple, si vous avez du Nasdaq 100, si vous avez un ETF QQQ, faites gaffe, peut-être. Bon, maintenant pour passer sur le concret, les chiffres, alors là, on va vraiment commencer à se marrer. OK, c'est quoi? On va commencer directement avec lui, OK? Si vous pensez réellement qu'une entreprise qui a fait 18,5 milliards de revenus, pas de profit, encore moins de free cash flow, de revenus en 2025, mérite une valorisation IPO entre 1,5 trillion, 1,75 trillion, voire 2 trillions, je pense que vous devriez arrêter l'investissement. C'est pas pour vous. Vraiment, hein. Vous allez économiser beaucoup d'argent. Achetez un ETF MSCI World, attendez 20 ans et ça ira mieux. Heu, mais bon, en étant un peu plus sérieux, c'est vrai que quand on regarde ses revenus, on compare le Q1 par exemple de 2026, où SpaceX a sorti 4,7 milliards de revenus, pas de profit, profit négatif bien sûr, hein. Hem, la totalité, voilà, de leurs ventes, des revenus 2025 à 18,7 milliards, alors que on voit qu'ils scalent aussi sur leurs pertes opérationnelles parce que sur toute l'année 2025, ils étaient à 2,6 milliards de pertes opérationnelles et là, juste en 3 mois de 2026, ils sont quasiment 2 milliards. Et ça, généralement, quand une entreprise passe de privé à public, ces chiffres ont tendance à s'accélérer de manière bien plus rapide, que les revenus, le profit et le cash flow. OK? Hem, donc maintenant, c'est simple. Si on part sur la logique d'IPO à 1,75 trillion, qui a l'air un peu d'être au milieu du consensus, encore une fois, ça parle de 1,5 trillion, 2 trillions, 1,75. Bon, on va prendre 1,75. À ce prix-là, à cette valorisation-là, OK, vous payez un price to sales, qui en fait, vous payez pour les revenus de l'entreprise, hem, un ratio de 96, ce qui est énorme. Bien sûr, vous n'avez pas de PE parce que, bon, PE, price to earning ratio, earning, c'est profit, il y a pas de profit. Les profits sont négatifs, donc le PE, vous ne l'avez pas dans tous les cas.
Petite anecdote qui m'a fait, à laquelle SpaceX m'a fait penser quand je regardais ça. Il y a une boîte qui s'appelait Sun Microsystems, qui était une boîte qui avait eu un super run de 98, 99, 2000, jusqu'à ce que la bulle de l'internet explose. Et la boîte a pris moins 90 en 2021-2022. Et le CEO, qui s'appelait Scott, McNealy, avait fait, une conférence de presse avec ses investisseurs où il parlait du coup de son entreprise après le crash, son entreprise qui tradait à un price to sales de 10. C'était déjà très élevé, mais là on est à 96, hein. Et son entreprise donc qui tradait à un price to sales de 10, il a dit à ses investisseurs: «Mais vous savez, donc à 10 fois les revenus, si je dois vous donner un payback sur les 10 prochaines années, je dois vous payer 100 des revenus de mon entreprise pendant 10 ans d'affilée en dividendes, avec 0 coût, 0 R&D, 0 taxe, 0 employé. Mais qu'est-ce qui vous a pris en fait? À quoi vous pensiez quand vous avez investi dans ma boîte à des valorisations de 98, 99, 2000, juste avant le crash quoi? Pourquoi vous avez fait ça? À un price to sales de 10?» Bon, il faut reconnaître quand même le culot d'un CEO de dire ça à ses investisseurs après que son entreprise ait pris moins 90, mais bon, d'un côté, c'est un peu louable, quoi. Il essayait de faire un petit peu de pédagogie, voilà, encore une fois, pour la 8e fois de la vidéo, SpaceX, vous payez un price to sales de 93. Pensez-y. Heu, il crame aussi pas mal de cash, le cash burn, le CAPEX est quand même très élevé encore une fois. Ils étaient donc le 31 décembre 2025 à, quasiment 25 milliards de dollars de cash. Fin Q1 2026, il leur restait plus que un peu moins de 16. Donc ils ont perdu quasiment 9 milliards de cash sur, encore une fois, un trimestre. C'est beaucoup. Hem Et là, on va passer sur le côté, quelle entreprise est réellement SpaceX? Parce qu'encore une fois, SpaceX, on pense de fusée, on pense à Elon Musk qui va sur Mars, et cetera, qui fait sa colonie. On pense à Starlink, qui est quand même effectivement, super utile, hein. Quand vous êtes au milieu du Panama et que vous n'avez pas internet, SpaceX, ça passe et c'est vraiment une bonne qualité. Maintenant, la réalité, c'est que on voit avec le CAPEX qui a été dépensé, le CAPEX du Q1 2026, plus de 3/4 du CAPEX a été envoyé dans l'infrastructure IA. OK. Et le dernier tiers est séparé entre le spatial et tout ce qui va être connectivité, donc c'est l'infrastructure télécom, c'est Starlink. Et là, en fait, on se rend compte que, bah, en fait, on paye pas vraiment pour une boîte qui va envoyer des gens dans l'espace et coloniser Mars. On paye plus sur une énième boîte IA, comme, Amazon avec AWS, comme Google, comme OpenAI, comme Anthropic, qui vont faire aussi leur IPO plus tard et qui vont aussi, ça va être un sacré spectacle ça aussi, hein. Maintenant, on va prendre une prévision donc du Financial Times de Goldman Sachs, grande entreprise Goldman Sachs, très prestigieux, hein, n'est-ce pas? Et pour Goldman Sachs, en fait, c'est pas délirant de voir les revenus de SpaceX, la division pardon, on va commencer par la division AI de SpaceX, passer donc de à peine 3 milliards en 2025 à 322 milliards en 2030. Fois 100, 5 ans, OK, apparemment c'est jouable. Et surtout, les revenus total de SpaceX, donc segment IA, plus segment spatial, plus segment, télécom, arrivaient à 474 milliards en 2030, alors que c'était seulement 18,7 milliards l'année dernière. Il faut reconnaître quand les gens vous prennent pour des cons, OK? Il faut arriver à conceptualiser ça. Ces gens vous mentent. Ces gens vous mentent. C'est pas ouvert au débat. D'ailleurs, j'aime beaucoup à titre perso, j'aime beaucoup Elon Musk en tant qu'entrepreneur, hein. J'investirai pas du tout sur sa boîte en bourse, hein. Même principe que pour Tesla, mais demandez-vous si on occulte complètement l'aspect IA, OK? On occulte aussi l'aspect télécom. On part du principe que SpaceX, est vraiment une compagnie d'exploration spatiale et de fusées et cetera. Si c'était vraiment le cas et qu'ils dépensaient pas plus de 3/4 de leur CAPEX dans l'IA et cetera, demandez-vous, c'est quoi le ROIC? C'est quoi le retour sur capital investi d'une mission sur Mars? 0, hein. Enfin, même plus que 0 parce qu'en fait, c'est négatif. Ce serait vraiment l'exemple de, je vais fabriquer un produit pour 1 € et je vais vous le revendre à 5 centimes et j'ai un ROIC négatif de, 1900. Vraiment, hein, posez-vous la question.
même si c'était vraiment, si le narratif de l'espace et cetera était vrai, les fondamentaux, en fait, à la fin, ont de l'importance. S'il y a pas de revenus, il y a pas de profit, il y a pas de free cash flow, il y a pas d'entreprise. OK? Hem, pour continuer rapidement sur, les singes de Goldman Sachs, qui font des singeries comme d'habitude, ils partent de ce prémisse parce qu'ils estiment qu'en fait, le total addressable market pour SpaceX est de 26 trillions. Alors ouais, parce qu'ils ont pris tout, en fait, le marché adressable de l'IA planétaire, ils l'ont combiné avec le marché adressable du télécom, ils l'ont combiné avec le marché adressable de l'exploration spatiale et ils arrivent à 26 trillions et demi. Ils disent: «Beh, vous voyez, c'est pas délirant pour SpaceX d'arriver à une valorisation de 474 milliards en 2030. Ça serait même plutôt logique et relativement simple si on les écoute». C'est pas la manière dont on évalue ces choses-là normalement. D'ailleurs, je tiens à souligner ce passage qui est vraiment golden. Donc, en gros, voilà, donc il nous explique blabla, ça va monter, vous inquiétez pas, achetez. SpaceX n'ont pas voulu répondre donc n'ont pas voulu faire de commentaires sur ces déclarations de Goldman Sachs et Goldman non plus n'ont pas voulu répondre à leur propre analyse et à leurs propres déclarations. Ouais, parce qu'en fait, s'ils répondaient vraiment à ça, ils pourraient prendre quelques procès quand même si au hasard, dans 12, 24, 36 mois, l'action de SpaceX est à moins 80 et surtout le segment revenu, est plutôt à, 70 milliards que 470. Hem, alors tout n'est pas acheté bien sûr, on peut mentionner rapidement le deal que SpaceX a passé avec Anthropic. Donc Anthropic, la société qui gère Claude AI, va payer SpaceX à peu près 1,25 milliard par mois, pour tout ce qui est computing power, OK? Jusqu'à mai 2029, bon, ça fait 15 milliards par an pour un total cumulé de 40 milliards. Chaque partie, bien sûr, peut résilier avec un préavis de 90 jours. OK, bon, encore une fois, entre 15 milliards par an et 474 milliards, il y a quand même un monde. En fait, il faudrait beaucoup de deals similaires, sauf que les faits sont qu'il y a pas beaucoup de boîtes similaires à Anthropic actuellement, à part potentiellement OpenAI. Et demandez-vous combien de deals il faudrait comme ça? Combien de super deals il faudrait comme ça pour arriver à ça? Ou ne serait-ce qu'à 322 milliards pour le segment IA uniquement. Il en faudrait beaucoup. Il n'y a pas assez d'entreprises, il n'y a pas assez de cash. Il en faudrait en fait une vingtaine. 15 milliards par an, il en faudrait une vingtaine pour atteindre les 300 milliards en 2030. Hem, donc en fait, le problème que je vois personnellement, c'est que SpaceX introduit en bourse comme, encore une fois, la société spatiale la plus dominante du monde. Mais quand on regarde les finances, quand on regarde les segments de revenus, les segments de CapEx et cetera, on voit que c'est bien plus une boîte qui est sur l'IA et un peu le télécom que l'espace et les lanceurs, les fusées et cetera. Et le problème, c'est que, en fait, c'est pas la même industrie, c'est pas les mêmes actifs, c'est pas les mêmes courbes de dépréciation, c'est pas les mêmes concurrents, c'est pas les mêmes multiples. Et avoir un peu un mixte, une salade de fruits de, on fait un peu d'explo spatiale parce que, ouais, une fois tous les 6 mois, on met la photo de Starship qui repart et qui redescend, machin. OK, on fait un peu de télécom parce que, bah, c'est cool que les gens aient accès à internet dans des endroits où ils l'ont pas, OK. Et puis on fait quand même beaucoup d'IA parce que l'IA, les hyperscalers n'attendent personne, il faut y aller. C'est quand même compliqué, en fait, de valoriser ça proprement, en fait. Donc en fait, ce qui est marrant, c'est que les banquiers, qui financent l'IPO price SpaceX sur, ses fusées et le narratif et le storytelling qui va avec, alors que nous, les investisseurs, on doit pricer ça comme un hyperscaler sur une thèse d'infrastructure IA qui se la joue un petit peu société aérospatiale, mais qui en fait, n'a pas vraiment de skin in the game dans ce secteur-là, comparativement aux 2 autres. Notamment, encore une fois, à tout ce qui est infra IA. D'ailleurs, au passage, sur Hyperliquid, donc, bon, Hyperliquid, si vous ne savez pas ce que c'est, vous demandez à votre LLM favori, il vous expliquera, mais on peut trader du SpaceX. Alors oui, c'est du synthétique, oui, c'est pas les vrais shares avec des droits de vote et cetera. OK. C'est des traders leveragés qui sont là-dessus, ouais. Mais en fait, SpaceX a commencé à 205 sur Hyperliquid et a déjà fait moins 25. C'est quand même Hyperliquid, c'est quand même un outil qui est ouvert d'ailleurs le week-end, c'est aussi pour ça que c'est intéressant.
Vous pouvez checker plein de types de securities, hein, c'est pas que pour les cryptos. Vous pouvez checker par exemple Micron, ce que fait Micron pendant le week-end, et cetera. Mais c'est quand même un outil assez intéressant pour prendre le pouls des investisseurs retail. Qu'est-ce qu'ils pensent de ça? Comment ils se comportent ce week-end? Qu'est-ce que ça va donner du coup à l'ouverture le lundi, et cetera? Et bah, surprise, SpaceX tente de 25 sur Hyperliquid. Maintenant, on va regarder un peu l'historique des IPO. Des IPO un peu hypés de ce siècle. Donc on commence, voilà, Facebook, Twitter, Alibaba, Palantir, DoorDash, Airbnb, vous en connaissez plein. Bah, c'est pas brillant en fait. C'est-à-dire que le retour moyen sur les 12 mois, post-IPO, bah, le retour médian c'est -9, la moyenne c'est 14, mais en fait le pourcentage de boîtes qui finissent simplement en positif c'est 43. Donc en fait les maths et les probas sont fondamentalement contre vous quand vous allez essayer de courir après des IPO. Et on voit que peu importe après le retour sur les 12 premiers mois, le drawdown est toujours présent. Il y a une volatilité de dingue sur ces noms-là, sur encore une fois, sur la tech un peu hypée, IPO américaine. Dans tous les cas, même si vous finissez l'année comme CoreWeave, la première année à 87 ou que vous la finissiez à -65, dans tous les cas, vous allez prendre un drawdown de dingue. D'ailleurs, petite précision là-dessus, parce que vous pouvez peut-être vous dire: «Ouais, mais quand même, il y a des boîtes qui finissent à 153 128 103 et après les pertes, bon, il y a du 40, il y a du 60, il y a du 55, il y a du 20 et cetera. Les maths marchent pas comme ça. C'est-à-dire que, vous savez, si vous investissez 10 000 € dans l'asset X et l'asset X perd 10 pour retourner à votre niveau de break-even, vous ne devez pas faire 10 vous devez faire, 11,11 et ça compound, mais pas en votre faveur. Si vous perdez 25 pour revenir break-even, encore une fois, pour retrouver vos 10 000 €, il faut faire plus 33 Si vous perdez 50 il faut faire plus 100 Ah, vous étiez à 10 000, vous êtes passé à 5. Pour retourner à 10, il faut faire x2 sur les 5, 10. Et encore une fois, ça compound. Si vous perdez 70 il y a une boîte qui a perdu 70. Bon, 74, bon. Si vous perdez 70 il faut faire plus 232 pour retrouver votre break-even. Et encore une fois, on peut continuer comme ça. Si vous perdez 90 il faut faire plus 900 Si vous perdez 95, juste 5 petits pourcents de plus, il faut faire plus 1900 Donc en fait, tout ça pour dire faites gaffe, quoi, en fait. Tout ça pour dire faites gaffe. 2e stat intéressante que j'ai retrouvée là-dessus, qui vient de l'université de Floride, c'est là, c'est pas sur les IPO hypés, c'est juste sur toutes les IPO, quasiment toutes les IPO américaines depuis 75. Donc on a 9 195 IPO et on a la distribution des retours sur 3 ans. OK, donc on va dire que sur 1 an, il y a quand même beaucoup de hype, il y a beaucoup de narratifs et cetera. Sur 3 ans, encore une fois, tôt ou tard, c'est les fondamentaux qui prennent le dessus. Donc on va dire que ça pourrait être un peu plus objectif. Et bah, la vérité, c'est que c'est toujours pas glorieux parce que vous voyez que sur 3 ans, vous avez toujours plus d'un tiers des entreprises qui finissent avec une perte de plus de 50 qui perdent plus de 50 de leur valeur. On a 22 donc un peu plus d'un cinquième, en plus de ces boîtes, qui finissent entre 0 et moins 50 et après, pour un peu la gloire, entre 100 et plus de 200 vous avez 16 qui se battent un peu en duel au fond. Encore une fois, c'est pas glorieux. Donc la morale de l'histoire, c'est de pas courir après les IPO. Votre PNL ne s'en portera que mieux. Maintenant, on va parler de cette entreprise, OHB. Donc encore une fois, un peu la compagnie qui se rapproche le plus à SpaceX, en version européenne. Heu, donc c'est une boîte qui manufacture, de la tech pour les satellites, pour les télécommunications spatiales et cetera, la navigation, les recherches. On ira un peu plus dans les finances et dans ce que le management dit, par la suite. Mais voilà, pour la faire simple, ils font des satellites les mecs. OK, ils les lancent pas en orbite, ils font pas les fusées, mais ils font des satellites. Le client principal, c'est, l'ESA qui est, l'Institut européen de l'espace et l'Agence européenne de l'espace, je sais plus. Donc ce qui est intéressant, c'est que c'est de l'argent public et on a un très bon catalyste sur l'argent public européen après ce qui se passe en Ukraine et le réarmement et l'augmentation du budget de la défense européenne. Donc en fait, ce nom joue, voilà, sur 3 catalystes. Bon,
l'IPO de SpaceX, comme vous pouvez le voir, qui a quand même depuis le début de l'année bien fait pump, même si encore une fois ça redescend parce que la hype et le narratif c'est bien, mais les fondamentaux finissent toujours par avoir le dernier mot. Le réarmement européen, ça c'est sympa et vu ce qui se passe dans le monde, ça a pas l'air de vouloir s'arrêter demain, hein. Et en fait, c'est une compagnie donc qui est détenue par à la fois la famille fondatrice et une grosse partie de l'equity est détenue par un fonds qui s'appelle KKR. Et du coup, en fait, ça laisse un free float disponible aux investisseurs retail comme vous et moi d'uniquement, 5,5%. Donc en fait, aujourd'hui, à chaque fois qu'on a un peu un acheteur sérieux qui rentre, le stock bouge de +5, +10%. Mais ça peut être un avantage. Donc rapidement, donc on a eu un record en fin mars, sur le carnet de commandes. Le CA du Q1, voilà, à +15%. Un peu d'EBITDA, voilà. Les targets, donc target 2026, quasiment 1,5 milliard et 11% de marge d'EBITDA. Target 2027, 1,7 milliard et 2 milliards à partir de 2028. La valorisation est quand même haute. En fait, on va pas se mentir, regardez, hop, le PE est quand même relativement élevé. L'entreprise value to sales, est quand même assez élevé. On paye aussi un price to book. Bon, pour une boîte qui a quand même des assets tangibles, hein, mais un price to book de 16 et quelques, c'est cher. Mais en fait, contrairement à SpaceX, ils sont positifs sur le net income. OK. Ils ont du profit. Ils font du free cash flow. Vous avez vu? Ils sortent du free cash flow, c'est génial, hein. Vous verrez pas ça avec SpaceX. Ni cette année, ni l'année prochaine, ni l'année d'après. Hem, pour ce qui est rapidement, des marges, ils ont de la marge nette. Ils ont de la marge nette, c'est fabuleux, hein. Quand on a passé 45 minutes sur les finances de SpaceX, je vous assure qu'on a presque envie d'avoir une larme, hein. Hem, donc bon, marge opérationnelle, OK. Sur le capital efficiency, ils ont du ROIC. Ils ont du ROE, c'est génial. Alors à titre personnel, c'est pas une boîte que j'achèterais à la valorisation actuelle. Hem, Ce qu'il faut savoir, c'est qu'en 2022, donc la famille fondatrice et le fonds, KKR ont essayé de prendre l'entreprise, de la racheter et de la remettre dans le privé. Les investisseurs ont bloqué ça, en fait. Mais KKR a quand même payé, pour une grosse partie du float, 44 € la part en 2023 et en fait, c'est quand cette entreprise-là tradait à 0,7 fois revenu. En fait, un price to sales de 0,7. Encore une fois, pour la 9e fois de la vidéo, SpaceX, c'est 93. Ils tradaient à 8 fois EV sur EBITDA. Ils avaient un market cap de 550 millions à peu près et à l'époque, il y avait quand même plus de free float donc il y avait plus d'espace pour des investisseurs privés, quelques petits, moyens hedge funds, heu, pour qu'ils viennent se faire une petite position, se construire une petite position là-dessus. Donc voilà, aujourd'hui, on est à x7, en termes de revenus. Encore une fois, ça a bien pump avec le narratif de SpaceX forcément. Mais la vérité, c'est que si ça retombe à une valorisation, on va dire, vous voyez que simplement en début d'année 2026, on était à 116 € la share. Aujourd'hui, on est à 376. Si ça retombe à une valorisation un peu plus raisonnable, eh ben, ça peut être une boîte sympa. Après, encore une fois, c'est vos capitaux et vous faites ce que vous voulez.